Bonjour. Vous êtes dans votre émission Ma salle de classe. A ouvert le chronomètre dès que la voiture bleue de la ville a pris départ. Nous allons rechercher le nom de la télévision à travers... Nous sommes vendredi et c'est le dernier numéro de la semaine au compte de cette émission, Le Scanner. Bienvenue si c'est maintenant vous nous prenez en marche, si c'est maintenant vous rejoignez les programmes du groupe Kavi Média. Merci de nous préférer. Merci également de nous écouter sur la 89.5. C'est la fréquence qui vous accompagne. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, à la télé, vous nous regardez via Kavi TV. Kavi TV disponible sur les différents bouquets, sur nos différentes pages Facebook Kavi TV, groupe Kavi Média et sur l'ensemble synchronisé. Merci de nous suivre via notre application mobile. À l'AB, vous nous écoutez grâce au relais de nos partenaires de Beta FM. De ce côté, au menu de ce matin, Dr Mohamed Ghané percevait-il vraiment 485 millions de francs guinéens en qualité de fonctionnaire à la Cour suprême? Si nous nous posons la question, Alphonse Charles White, le procureur très spécial près la CRIEF, en est convaincu. C'est d'ailleurs lui qui a fait la révélation. Il promet, dans un bref délai, de brandir des preuves, des annonces faites lors de l'audience de ce jeudi. Et la prochaine risque d'éclairer sur cette affaire qui focalise les attentions. Et puis à quelques jours des élections législatives et communales du 31 mai 2026, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation donne des instructions fermes pour le remplacement des présidents et membres des conseils de quartier et de district ayant démissionné pour se lancer dans la course électorale. Les gouverneurs, préfets et sous-préfets sont chargés d'en assurer le suivi. Question alors, pourquoi cette mesure maintenant? Quel enjeu pour l'administration locale et le processus électoral? Autant de questions que nous tenterons de répondre dans cette émission. Le Scanner. Plus de cartes SIM anonymes en République de Guinée. Le président Mamadi Doumbouya a créé par décret ce jeudi une plateforme nationale de certification des identités télécom placée sous l'autorité de l'ARPT. L'ARPT, c'est l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Ce décret marque une révolution dans le secteur, il faut le dire. Désormais, chaque abonné devra être identifié, vérifié et certifié avant l'activation d'une carte SIM. Les opérateurs disposent de 6 à 24 mois pour se conformer aux nouvelles exigences. Mais que signifie concrètement cette réforme pour les usagers et les opérateurs? Quels en sont les enjeux, les avantages et les risques? Le décryptage à suivre avec nos débatteurs. Plus d'événements au stade du 28 septembre ni au stade général Lansana Conté de Nongo jusqu'à nouvel ordre. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé dans un courrier la suspension de toute manifestation sportive, culturelle, institutionnelle ou publique dans ces deux infrastructures sportives majeures de la République de Guinée. Raison invoquée dans la décision des travaux de réhabilitation, d'aménagement et de mise à niveau des infrastructures sportives. Une décision qui impacte aussi bien les compétitions sportives que les grands rassemblements populaires. D'où cette interrogation. Pourquoi cette suspension maintenant? Au Bénin, le ministre des Finances, Romuald Wadani, s'apprête à être investi président de la République dans les prochaines heures au terme d'une élection marquée par une large victoire de plus de 94% des suffrages. Il succède à Patrice Talon qui quitte le pouvoir après 2 quinquennats conformément aux dispositions constitutionnelles avec un taux de participation estimé à 58,75%. Le scrutin s'est déroulé avec un seul véritable adversaire, l'opposant Paul Umpe, qui a reconnu sa défaite tout en adressant ses félicitations aux vainqueurs. Les adieux de Patrice Talon, salués par certains comme une transition apaisée, mais aussi maîtrisée, relance le débat sur la vitalité démocratique en Afrique. Peut-on donc parler d'un modèle béninois en matière d'alternance politique et quel
quelle leçon retenir pour le continent? Autant de questions que les débatteurs tenteront de répondre également dans cette émission. À la fin de cette émission, dans la dernière partie de cette émission. Voilà pour le menu. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média du Développement. Vous êtes nombreux à nous suivre du côté de Colissoro. Merci de votre fidélité. C'est parti pour plus d'une heure de débat avec nos débatteurs ici. Avec moi, je commence par ma droite. Mohamed Leba, bonjour. Bonjour Abdallah Kamara, bonjour à tous. Bonjour le diplomate Bangali. Kamara. Bonjour Abdallah et bonjour à tous. Bonjour Yahya Diallo. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. On commence par cette première actualité, il faut le dire, très très brûlante, Mohamed Leba. Procès de Dr Mohamed Diané, le procureur spécial près la CRIEF Alphonse Charles White, relance le débat autour de la rémunération d'un nommé Mohamed Diané à la Cour suprême. Il affirme que l'ancien ministre aurait perçu jusqu'à 485 millions de francs guinéens, une révélation qu'il dit pouvoir prouver prochainement. Mais que dire de cette révélation au goût très amer pour la défense? C'est une révélation au goût âpre, il faut le préciser. Pour le moment, ça ne me semble pas bon pour Dr Diané, parce que d'abord, lors de la dernière audience, vous le savez, il y a eu quand même des tensions également. Dr Mohamed Diané qui avait même, disons, voulu s'inscrire dans une posture encore de négation, ou encore moins de ne plus rien dire, comme il avait fait lors du procès, disons, au niveau du premier degré, il faut le dire, devant le... Parce qu'il faut rappeler que c'est un procès en appel maintenant. Oui, devant la chambre de jugement. Et il avait adopté la même posture quand il était question de parler de ses biens, quand il était question de parler de ce qu'il sait, de ce dont on l'accuse, notamment ce détournement de deniers publics et l'ensemble du reste des chefs d'accusation. Alors, ce procès en appel de l'ancien ministre d'Alpha Condé, il faut le préciser, c'est important également. Dr Mohamed Diané a connu un nouveau rebondissement ce 21 mai 2026. Alors, le procureur spécial, à la surprise générale de tout le monde, Charles Alphonse Wright, a porté une nouvelle accusation, grave cette fois-ci encore, provoquant, disons, une vive tension lors des débats. L'accusation choc de Charles Wright tourne autour de ce moins. On parle de 485 millions de francs guinéens, selon ses déclarations, a lu le procureur spécial, que l'ancien ministre de la Défense d'Alpha Condé percerait, je le mets au conditionnel parce que lui-même il dit vérifier et brandir des preuves. Donc pour le moment il s'agit juste des accusations. En tout cas, quelqu'un qui répond au même nom, c'est-à-dire Mohamed Diané du côté de la Cour suprême, qui percevait un salaire de 485 millions de francs guinéens. Alors, oui, par mois. C'est ce que je dis. Près de 10 milliards. Le salaire, c'est le mois. Donc, il faut le dire avec le deuxième matricule et le salaire mirobolant. Il faut quand même le dire. Et il était formel là-dessus quand il passait à ces accusations-là. Le procureur a affirmé qu'un certain Mohamed Diané, je reprends typiquement ce qu'il a dit, muni de ce matricule fictif en qualité de magistrat à la Cour suprême, aurait perçu un salaire mensuel ahurissant de 485 millions de francs guinéens. Alors, la réaction de Dr Mohamed Diané, il fallait quand même s'y attendre. Il a catégoriquement rejeté ces allégations-là, qu'il qualifie d'infondées lui-même, et en s'inscrivant, selon lui, dans une manipulation. Parce que pour lui, ces accusations s'inscrivent dans une manipulation à son encontre, et toutefois, il a choisi de ne pas s'étendre davantage sur le sujet. Ce n'est pas une première, et je le disais à l'entame de mes propos qu'il avait déjà observé, cette posture-là, quand il était question devant la chambre de jugement. D'abord, aujourd'hui, nous sommes devant la chambre des appels, et malheureusement, le procureur ne compte pas s'arrêter là. Donc, ça veut dire que Charles Wright, il a décidé et promis de produire des preuves à la prochaine. C'est quand même, ce sont des révélations surprenantes. Oui, mais ce sont des révélations surprenantes. 485 millions. Au-delà de
de son recul, disons, du ministère de l'enseignement supérieur, je crois, l'enseignement supérieur. Donc, c'est un autre débat, cette fois-ci, un autre matricule qui lui serait attribué quand même du côté de la Cour suprême en tant que magistrat, en qualité de magistrat. Et ça aussi, c'est une autre question. Est-ce qu'il est magistrat? Bon, si c'est prouvé, est-ce qu'il est magistrat? Est-ce que M. Diané Mohamed, ou docteur encore, est magistrat? Il avait cette qualité-là pour percevoir un salaire, disons, ahurissant quand même, de 485 millions de francs guinéens. Alors, il faut parler aujourd'hui du contexte de l'affaire. Il est poursuivi pour des faits présumés de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux. En première instance, on l'a rappelé, on ne cesse de le rappeler, en décembre 2024, Mohamed Diané avait été condamné à 5 ans de prison, à une amende de 5 milliards et au paiement de 500 milliards de dommages et intérêts à l'État guinéen. Alors, on procède aujourd'hui à rebondissement. Lui-même n'était pas satisfait. C'est lui qu'on accusait d'avoir acheté tout Cancan. Ah ben, ce n'est pas que Cancan. Non, c'est un rappel. Rares sont des quartiers, selon la CRIEF, en tout cas quand même, selon les conclusions même du verdict, selon les conclusions du verdict devant la chambre de jugement, rares étaient des quartiers de Conakry où il n'avait pas quand même de demeure. Alors c'était incompréhensible aux yeux de bon nombre de citoyens guinéens. Et aujourd'hui lui-même, il s'étonnait face à toutes ces accusations-là. Malheureusement, sa culpabilité avait été établie. Donc ça veut dire que les accusations dont il faisait quand même cas étaient avérées selon la justice à son encontre. Il avait été condamné à 5 ans de prison. Ses biens étant saisis, même avait été mis, disons, à la vente aux enchères. Il faut quand même comprendre aujourd'hui qu'il y a des mesures, notamment d'enquête offensive. Alors, dans sa quête de manifestation de la vérité, le parquet a obtenu plusieurs mesures fortes, notamment la comparution ou les comparutions forcées, c'est-à-dire la fille de l'ancien ministre Mawa Diané, d'autres anciens hauts cadres et l'entrepreneur Sekou Kake qui ont été déjà convoqués. Il faut le dire que tout cela aujourd'hui c'est pour permettre quand même à ce qu'on sache, nous Guinéens, la manifestation de la vie. Nous Guinéens, ce qui s'est réellement passé. Est-ce que le docteur Mohamed Diané est responsable de tout ce dont on l'accuse aujourd'hui ou bien il est simplement quelqu'un, c'est-à-dire sur qui on se trompe largement. Alors, il faut dire que d'ailleurs, il a été condamné. Aujourd'hui, lui, il a beaucoup de choses à prouver quand même pour dire non, mon honneur a été entaché, il faut que je le lave. C'est pourquoi il avait relevé appel de cette décision de la chambre de jugement. Et aujourd'hui, il ne fait pas grand-chose parce qu'il semble s'inscrire encore dans le silence de cathédrale. Et s'il ne dit rien, ça va être une répétition de ce qu'on a déjà vu. Ce qui est déjà compris, c'est un décryptage complet fait par Mohamed Leba, notre monsieur justice de cette émission. Un tour de table très très rapide en 1 minute. Bangali Camara, des révélations aujourd'hui qui choquent l'opinion si elles sont avérées. Justement, des révélations qui choquent vraiment l'opinion entendent un montant de 400 et quelques millions, vous l'avez rappelé. 85 millions, plus précisément. Près de 500 millions. Près de 500. Moins d'un demi-milliard. D'un demi-milliard de francs guinéens. Là, pour un jeune qui ne travaille pas, qui a du mal à trouver même 1 450 000, qui est le SMIC en Guinée. Non, le SMIC, c'est 550 000. Peut-être que tu... 550 000. Bangali commence à nous donner des chiffres ici. Est-ce que tu es dans le secret des dieux? Il n'a pas quitté le passé. Peut-être que quelqu'un va tomber ce soir pour dire que le SMIC est monté à 1 400 000. Non, je parle le SMIC à 550 000, un jeune qui n'a pas plus de 550 000, et on se retrouve à un fonctionnaire, un commis de l'État qui persévérait, parce que ce n'est pas encore vérifié, qui persévère plus de 400 et quelques millions de francs guinéens. C'est vraiment très, très ahouissant. Pour un travail qu'il ne fait pas. En fait, ce n'est pas le salaire qui étonne, attention. Mais pour un travail qu'il ne fait pas. Mais même le salaire. Non, c'est pas grave, parce que le salaire va avec les avantages. Si on compte les avantages, on peut dire. Là, on parle de salaire. Voilà, l'avantage, vous l'avez évoqué. Le salaire aussi a été évoqué du côté ici de la Cour suprême, pendant qu'on se pose la question ici, est-ce qu'il est magistrat? Donc, 485 millions. Déjà ça tombe de nuit. On prend vraiment la tête quand on entend un tel montant, pendant que les jeunes souffrent dans ce pays. Ça vous donne des grincements de dents? Écoutez, oui, par endroit. Et on peut dire que dans un état où l'immoralité avait prévalu à un certain niveau, puisque nous nous rappelons quand même
des enquêtes qui ont été menées par le confrère ici en 2022 où il y avait des individus qui percevaient indûment près de 300 millions, de 250 millions, de 300... Avec des faux matricules. Justement. Et donc, comme tel, on ne peut pas s'étonner. Mais la question qu'il faille se poser, est-ce que Dr Mohamed Diané était magistrat? La réponse est naturellement non. C'est un biologiste qui était... Voilà, donc qui enseignait à l'université de Gamal Abdel Nasser de Conakry. Et donc, comme tel, la question, elle a sa réponse. Alors, on verra bien, puisqu'il n'est pas le seul Mohamed Diané, on verra bien après... Mais qui est ce fameux Mohamed Diané qui pourrait percevoir? C'est la question. C'est toute la question. Le parquet a porté ces accusations et le même parquet nous a dit... Pour percevoir une somme de 485 millions, il faut être quelqu'un. Par mois. Qu'ils sont en train de chercher, encore une fois, les preuves détaillées, étayées pour pouvoir justement asseoir la conviction selon laquelle il s'agit bien justement de l'ancien ministre de la Défense. Mais d'ici là, on peut évidemment conclure pour dire que ce sont des accusations. Il appartient justement au parquet d'apporter les preuves de ces accusations. Oui, évidemment. Ça, c'est une évidence. Alors, c'est vrai que de par le passé, on nous a présenté quand même un docteur Mohamed Diané quand même qui raflait, disons, le maire, si vous voulez, détenteur de l'immobilier sous le régime d'Alpha Condé, que ce soit Kaloum, puisque c'est selon quand même les toutes premières publications de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Est-ce que ces accusations sont fondées? Je crois que là aussi la question appartient à CRIEF justement d'apporter des réponses. Puisque de toute évidence aujourd'hui, il a dit, ce sont des accusations qui consistent à le discréditer. Alors, si tel est le cas, je crois que la balle est dans le camp de la Cour de répression des infractions économiques pour pouvoir justement apporter des réponses à tout cela. Mais d'ici là, nous savons effectivement qu'on a connu des dignitaires, ce qu'on appelle entre guillemets des dignitaires dans ces pays-là, qui se permettaient tout. Alors, si tel est le cas, je pense que c'est le bon moment pour que nous cherchions comment est-ce qu'il a pu justement s'attribuer ce titre de magistrat alors qu'il n'en est rien, et éventuellement comment, quel est le salaire des magistrats dans notre pays ici. Ça n'atteint pas 400 millions. Ça n'atteint même pas 100 millions. Ça c'est vrai. C'est sans nul doute. Voilà, le magistrat le plus payé, c'est 115 millions dans notre pays ici. C'est plafonné à ces niveaux-là. Dans les avantages. On parle de salaire. Justement. On parle de salaire. Alors, 485 millions, on se pose des questions. Je crois que là... Peut-être qu'il faisait les travaux de 10 personnes à la fin. On verra. Même 10 personnes, ça ne va pas. Ça, c'est le salaire de toute une entreprise. Une entreprise, on peut même parler de multinationales. De multinationales, c'est une masse salariale. Une masse salariale d'une très grande entreprise. Voilà, maintenant, quand de l'autre côté, on fait le parallèle avec tout ce que nous vivons dans notre pays ici, c'est à se demander effectivement si nos cadres, parce que c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui, pas que Diané, il y a beaucoup aussi qui excellent dans ça. On verra bien, puisqu'il s'agit des charges. Il y aura des révélations aussi qui viendront après. Sinon, il faut quand même se poser cette question. Qui est ce fameux Mohamed Diané? Si ce n'est pas lui, si Dr Mohamed Diané dit que ce n'est pas lui. De l'histoire récente de notre pays, on n'a pas connu quand même un Mohamed Diané aussi haut placé. Il faut quand même le dire. Je ne suis pas en train de dire que c'est lui. Je suis juste en train de faire une petite démonstration au niveau de la Cour suprême. C'est comme si vous parlez, par exemple, vous dites Alpha Condé dans l'administration. Le seul qu'on connaît, c'est l'ancien président. Alors, s'il y a aujourd'hui des signatures quelque part... Aussi. Non, bon, lui, c'est Alpha Condé 2. Donc, connu sous le nom Alpha Condé 2. Et puis, il n'était pas également candidat. Bon, il faut le comprendre. La situation, c'est un musulman. Et c'est compréhensible. Donc, il faut se poser ces questions. De qui s'agit-il? Alors, si Dr Mohamed Diané dit que ces déclarations de Charles consistent ici non seulement à le discréditer, mais également à manipuler, c'est-à-dire... C'est de bonne guerre. Vous voyez? C'est de bonne guerre. C'est incompréhensible. C'est à Charles, comme il l'a dit, de prouver réellement que son matricule, parce que ça ne va pas être quand même très compliqué. Il s'agira des filiations, certainement. Peut-être qu'ils vont changer, parce que nous savons...
que le Guinéen est très malin quand il s'agit de mal faire. Il y a des relevés bancaires, hein, donc là c'est plus facile. Il y a l'affiliation, même si vous changez, il y a quand même des relevés bancaires, il y a des caméras qui existaient, il y a des images de surveillance dans les banques, il y a assez de procédures pour avoir ça rapidement. Mais c'est une institution quand même qui est connue. C'est ce que j'ai dit, carrément. On ne peut pas parler de fantôme là-bas parce qu'il y avait un président à l'époque. Donc le président va nous dire qui est ce Mohamed Diané. Mohamed, c'est très simple. On attend de voir Charles, c'est du Charles, on a l'habitude de voir le talk show de Charles. Et on verra si bien c'est évidemment Dr Mohamed Diané qui percevait. Et vous vous rappelez du dernier président de la Cour suprême, Alpha Condé? Oui, on va évoluer. Cogito ergo sum. La loi est dure, mais c'est la loi. Élection législative et communale du 31 mai 2026. Le ministère de l'Administration et du Territoire et de la Décentralisation impose ou demande le remplacement des responsables locaux ayant démissionné pour se porter candidat. Les gouverneurs, préfets et sous-préfets sont chargés d'ailleurs de l'application de cette mesure. Avant tout débat, le reportage, le décryptage de Ansou Baïlo Baldé. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a pris la lettre circulaire conformément aux dispositions électorales pour donner instruction aux gouverneurs de région et aux sous-préfets. Cela afin de procéder au remplacement des présidents, membres des conseils de quartier et de district qui ont démissionné pour être candidats aux élections législatives et communales. Ces instructions sont données dans le cadre des préparatifs du processus électoral pour respecter les exigences de continuité du service public ainsi qu'aux principes de stabilité et de permanence de l'administration territoriale. Le ministre fait remarquer qu'il y a eu des candidatures observées de plusieurs présidents et membres de conseils de quartier et de district de leurs bureaux respectifs sans démission préalable pour respecter les dispositions du code électoral en la matière. Dans sa lettre, le ministre précise que sa décision vise à éviter toute vacance préjudiciable au fonctionnement normal des collectivités de base, à l'encadrement administratif des populations ainsi qu'au bon déroulement du processus électoral. Il appartient aux autorités instruites de procéder au respect des lois réglementaires en vigueur régissant l'organisation et le fonctionnement des collectivités locales ainsi que des conseils de quartier et district, à l'implication effective des autorités locales compétentes et des structures communautaires concernées dans le processus de désignation ou de remplacement, au respect des principes de neutralité administrative, de transparence et de continuité de l'autorité publique, entre autres. Pour le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, ces mesures sont prises dans la nécessité de préserver l'ordre administratif, la stabilité institutionnelle locale ainsi que le bon encadrement des opérations électorales sur toute l'étendue du territoire national. On ne peut en aucun cas être arbitre et joueur en même temps, Yaya Diallo. La décision est prise par le MATD. Évidemment, je crois que c'est un constat alarmant puisque déjà, au moment où le ministère de l'Administration s'est rappelé justement de ces cas-là, on a constaté déjà des gens qui voulaient au même moment être chef de quartier ou membre du conseil de quartier et éventuellement participer aux élections communales ou législatives. Donc je pense qu'il fallait justement faire intervenir à travers justement ces circulaires-là pour pouvoir interpeller les uns et les autres, pour pouvoir dire attention, au nom de la neutralité administrative, on ne peut pas être jugé parti à la fois. Et je pense que c'est dans ce cadre que ce communiqué ou cette circulaire, pour ainsi dire, du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation est intervenu. Alors, c'est une décision qui fait suite aux nombreuses démissions au sein des entités locales ainsi qu'à la présence sur les listes de candidatures pour le prochain scrutin, plusieurs responsables n'ayant pas formellement quitté leurs fonctions. C'est parti de là. Ce qui est très grave. Justement, ce qui est très grave. Vous savez très bien qu'il y avait certains... Enfin, c'est ce que certains même présidents de délégation spéciale ont voulu, c'est-à-dire que la continuité sans pour autant quitter.
Alors que la logique administrative voudrait que quand vous voulez vous porter candidat et que vous occupez justement un poste, qu'il soit nominatif ou électif, c'est de procéder d'abord à la démission. Et je pense que là, ceux qui se sont engagés dans cette course électorale-là ont pris le risque parce qu'ils ne savent pas s'ils seront élus pour la première fois et éventuellement comment faire en sorte que justement se maintenir justement au niveau de leur poste à travers les conseils de quartier, éventuellement dans les districts, puisque pas que dans les conseils de quartier, il y a dans les campagnes aussi certains dans les districts qui ont décidé justement de se porter candidat à travers justement les élections communales. Donc là, le constat est parti de ces faits-là, alors qu'en réalité, comme nous venons de rappeler ici, il y a un principe administratif qui dit effectivement qu'on ne peut pas en aucun cas occuper justement un poste administratif, puisque là il s'agit d'une nomination. Ce sont des chefs de quartier, des districts qui ont été justement nommés à travers les préfets, les gouverneurs, les sous-préfets, ça dépend de la circonscription administrative. Alors il est demandé aux gouverneurs et aux préfets de procéder, disons, très rapidement à la nomination ou aux nominations tout au plus de certains justement cadres qui doivent justement remplacer ces cadres démissionnaires au sein de ces conseils de quartier et de district. Donc je pense que c'est un constat que beaucoup avaient soulevé au niveau de la presse, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'incompatibilité administrative qui s'apparentait là avec ceux qui ont voulu justement rester à leur poste tout en étant candidat. Le beurre et l'argent du beurre. Justement, le beurre et l'argent du beurre. Et je pense que c'est quelque chose dont il faut justement dénoncer et éventuellement voir dans l'application de cette circulaire-là, puisque c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Parce que vous avez bien constaté, lorsque le CNRD est venu et lorsqu'on avait voulu justement changer ces chefs de quartier et procéder au rajeunissement, comme on l'avait dit, de certains conseils de quartier, éventuellement certains présidents des districts, nous avons vu, en dépit de toutes les exigences liées à cela... On a vu des vieux chefs de quartier. Évidemment, et certains même qui se sont arrangés pour que ça soit justement l'air dauphin qui puisse justement être porté à cela. Et je pense que ce sont des pratiques dont il faut essayer de faire cesser. Et je crois que là, ça relève exclusivement du ministère de l'administration du territoire à travers ses représentants, c'est-à-dire le gouverneur, les préfets, les sous-préfets, pour pouvoir justement, disons, faire respecter cette décision-là, parce qu'elle est vitale. On ne peut pas admettre que deux candidats, il en est de même pour cette décision de la DG qui avait justement constaté qu'il y avait certains cadres directeurs nationaux, directeurs généraux, qui étaient candidats, une continuité. Justement, qui étaient candidats et qui utilisaient indûment les biens de l'État, le matériel et tout ce que vous connaissez pour pouvoir justement battre campagne et parallèlement conserver leurs postes. Et je pense que voilà encore une fois un fait qui mérite d'être justement dénoncé. Et je pense qu'il appartiendrait justement au département de l'administration de veiller au respect de cette circulaire-là. Éventuellement, s'il y a des gens qui continuent justement et malhonnêtement d'occuper les postes. On va utiliser injustement. Injustement. Enfin, ça revient à la même chose. Oui, injustement, c'est mieux. On va éviter les gros mots. Non, c'est pas un gros mot. On va aller sur injustement. Justement, injustement, malhonnêtement, ça revient à la même chose parce que de toute évidence, c'est indu. Et tout ce qui est indu n'est pas permis. Je pense que c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Il faut que cela cesse dans notre pays ici parce que cela consiste justement à donner la chance à tout le monde. Et je pense que cette circulaire vient à point nommé. Bien, à point nommé, Mohamed Leba, un réveil tardif mais nécessaire, puisqu'il faut le rappeler, ces élections sont des élections de proximité. On ne peut quand même pas avoir un président de conseil de quartier ou un membre de conseil de quartier candidat qui organise la même élection dans sa circonscription. Après, vous l'avez déjà anticipé, c'est un réveil tardif, mais bon, ce n'est pas encore tard, mais ce qui reste clair, déjà nous sommes à la porte quand même de ce double scrutin, il faut le dire, parce que quelques jours seulement nous séparent de la tenue de ce double scrutin. Il faut le dire, une première selon la manière dont ça va se passer, c'est une première en République de Guinée, une journée où l'électeur va glisser quand même, disons, le bulletin dans trois urnes différentes, c'est une première. Alors vous avez également rappelé que ce sont des élections de proximité et c'était incompréhensible quand même que ceux
qui sont en lice aujourd'hui et même organisent, depuis la base, c'était incompréhensible et que le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation avait déjà beaucoup, retardé sur cette question-là dès la démission de ces cadres à la tête de ces délégations spéciales-là. Et qu'est-ce que le ministère devrait faire? C'était de prendre cette décision directement sanctionnée pour dire attention, vous n'êtes plus là, parce que c'était quand même connu. On avait dit que quand il quitte, il démissionne, il y avait quand même des... Il y a d'aucuns aussi qui ont démissionné, mais qui n'ont pas été retenus sur des listes. Donc, oui. ça vient à point nommé. Oui, mais ça c'est à leur risque et péril. Voilà. En s'engageant, ils savaient certainement que ça pouvait ne pas réussir. Alors, c'est à vous de choisir maintenant de quel côté de l'histoire vous allez être. Mais il faut le rappeler, il y a des gens chez nous qui quand même excellent dans la malhonnêteté. Parce que ça, il faut quand même le dire, on ne peut pas se le voiler. Il s'agit d'une malhonnêteté avérée. Intellectuelle. Avérée, que ce soit intellectuel ou je ne sais pas encore. Non, c'est intellectuel. C'est une malhonnêteté, ça reste une malhonnêteté. Non, parce que la clarté et l'honnêteté morale même voudrait quand même... On appelle l'OCHA. Morale voudrait tout simplement... Non mais, nous, le MATD vient de nous rappeler qu'il a sifflé la fin quand même, disons, de cette anarchie, de mettre fin à cette malhonnêteté. Parce que si... Attention, je sais. Ce n'est même pas un banditisme, c'est une malhonnêteté. Ah oui, tout court. mais attention au mot, je sais de quoi je parle. La malhonnêteté, c'est le contraire de l'honnêteté. Il faut le dire. Je comprends. Donc, c'est le contraire de l'honnêteté. Dans ce cas de figure, ça n'a rien de péjoratif. Il s'agit juste d'un qualificatif, d'un superlatif qui nous permet de décrire. Et qui est très légitime. Décrire naturellement la nature et le comportement de certains Guinéens, tout simplement, qui se croient plus malins que les autres. Naturellement, c'est cela. Parce que vous pensez que vous êtes plus malin et plus béni, vous êtes des super-humains. Donc, vous n'êtes pas dans la même catégorie que les autres. Sinon, c'était très clair. Les textes étaient clairs. La Constitution, le Code électoral. Naturellement, il fallait juste démissionner et quitter, se faire remplacer. Pourquoi démissionner alors? C'est comme si on restait à la fenêtre et continuait de se voir marcher dans la rue. C'était incompréhensible et il était temps... Ce qui est quand même inconcevable. Et il était temps pour le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation de siffler la fin de cette malhonnêteté-là. Qu'est-ce que tu as avec malhonnêteté ce matin? Heureusement que ça a été, fait. On va essayer de voir, parce que là même, nous sommes juste à quelques jours du scrutin, donc ça veut dire que ça ne va pas produire assez d'effets. Oui, combien de jours? Nous sommes à une semaine. Combien de jours? Alors, une semaine. Et ça fait combien de temps? Depuis que ces candidatures ont commencé, ça fait combien de temps qu'ils étaient dans l'illégalité? Laisse-moi t'expliquer. C'est-à-dire le mandat dans l'illégalité et ce qu'ils vont faire après cette... Laisse-moi t'expliquer. Le véritable processus au niveau des collectivités débute après la formation des membres du bureau de vote. C'est quand on achemine les kits vers les quartiers, les collectivités, les districts, que le travail ou les travaux de ces élus, des responsables locaux, puisqu'ils ne sont pas élus, qu'on va démarrer. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas dire qu'en 10 jours, rien ne peut changer. En 10 jours, beaucoup peut changer. Ce que vous n'avez pas compris, depuis la démission et maintenant, là, ça fait combien de temps? Ça fait plusieurs temps. Ça fait longtemps. Oui, ils étaient dans le processus électoral, engagés pleinement, en tout cas la plupart. Un mois. Donc ça veut dire pendant un mois, ils étaient dans l'illégalité. Donc certains étaient en train d'exercer encore illégalement, illicitement et malhonnêtement. C'est pas si tu vas créer un mot ici et tu de façon malhonnête. Il faut le dire. Et on était en train de continuer. Certainement, pendant cette période-là, le ministère, certainement, peut-être ça lui échappait un peu. Et finalement, il s'est réveillé, il a pris la bonne décision de mettre le point sur le i. Alors, ce qu'il faut aujourd'hui, même dans la limite du possible, ces gens-là devraient être poursuivis. Poursuivis, je suis d'accord. Est-ce que vous l'êtes aussi, moi, Bangali? Oui, et justement, c'est une décision qui a tardé, mais quand même qui est réellement nécessaire, parce qu'on ne peut pas être au fouet et au moulin. Et comme Dame Guéna vous l'a rappelé la dernière fois, quand il voulait tiquer un responsable politique, vouloir partir et sans partir, tu veux conquérir une élection, et pendant que tu veux être là,
peut-être que si ça échoue demain et tu reviens encore pour gérer ici ton quartier, ce n'est pas normal. Il y a des quartiers qui vivent cela. Il y a des quartiers qui vivent cela. Il y a des quartiers même où il y a des chefs de quartier éternels. On a vu des chefs de quartier. Pas éternel. Lorsqu'il y a eu des changements, c'est trop Bangali. Éternel, c'est appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu, mais je veux dire par là, c'est juste utiliser ce mot. Parce qu'il y a des chefs de quartier qui ne veulent pas du tout quitter. Et même s'il y a changement, ils cherchent toujours à trouver ici des raccourcis. Vous l'a rappelé, même les chefs de quartier qui ont été nommés tout récemment, ils avaient dit que ces responsables-là devaient être consultés simplement par des personnes qui n'avaient jamais travaillé ici dans les anciens quartiers. Mais finalement, après cette nouvelle recomposition, on a vu encore d'autres conseillers du quartier qui ont tout fait pour pouvoir se retrouver encore dans cette nouvelle nomenclature. De c'est de quoi j'ai dit, parce que c'est arrivé dans mon quartier de nouveau de Anta. On a vu des gens qui ont fait toutes les magouilles pour pouvoir encore se retrouver sur la liste ici du conseil de quartier. Et c'est ce qu'ils veulent continuer encore. Là, après ces élections, si toutefois ils arrivent à échouer au niveau ici des élections communales, parviennent pas à passer, pour se retrouver encore au niveau ici du perchoir au niveau du quartier. Donc, c'est tardif, mais moi, ce qui me craint, c'est que la décision, elle est tombée, mais il faut qu'il y ait l'application, le suivi sur la décision. Voilà, il ne s'agit pas que la question. décision tombe et qu'on laisse comme ça l'alerte morte. Il faut suivre. Est-ce que réellement, il y a eu des remplacements? Est-ce que certains responsables qui ont candidaté pour représenter leur commune qui sont toujours sur la liste, parce que tu ne peux pas vouloir participer à une compétition, tu ne peux pas être parti en même temps. Et cela ne concerne pas que les présidents de conseil de quartier, il y a aussi les PDS. Oui, les PDS. Présidents de délégation spéciale. Oui, parce que là, aujourd'hui, c'est seulement les présidents de délégation que nous voyons, mais derrière les présidents de délégation spéciale, il y a les conseillers communaux également qui sont là. Donc, peut-être on parle peu de ceux-là, mais qui sont là, qui sont candidats, qui sont concernés. Mais parfois, comme leur tête n'est pas affichée aux grandes dames du jour, peut-être qu'ils vont jouer à cette dichotomie, peut-être que rester sur place et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, la décision, elle est la bienvenue, mais c'est l'application qui doit suivre. Est-ce que cette décision-là qui est tombée, les gouverneurs ou les préfets, les sous-préfets vont suivre cette application pour remplacer? On dit mieux vaut tard que jamais. Donc pour ne pas que ceci-là soit impliqué directement à cette élection, parce que là, si c'est impliqué, après les différents bureaux de vote, ça va être compliqué. Ça va être vraiment compliqué. Allez, c'est déjà compris. Donc, comme on l'a rappelé, beaucoup de choses doivent changer dans ce processus, dans l'administration même guinéenne, surtout avec vous, les responsables locaux. La moindre erreur pourrait coûter à notre chère République. On parle de cette autre actualité. Fin des cartes SIM anonymes en Guinée. Le président Mamadi Doumbouya a créé une plateforme nationale de certification des identités télécoms, désormais obligatoire pour tous les abonnés. Les opérateurs disposent de délais pour se conformer à cette réforme majeure du secteur. Mais quelles conséquences pour les usagers et les entreprises de télécommunications? Qu'est-ce qui a vraiment ou qu'est-ce qui change véritablement, Bangali Camara? Justement, Abdallah, il faut le rappeler, le décret est tombé hier tardivement dans le JT de 20h30 au niveau de la télévision nationale. Donc le décret en parle long. Le décret marque donc une révolution dans la gestion des télécommunications en Guinée. Désormais, aucune carte SIM ne pourra être activée, remplacée ou réactivée sans préalable de l'identité ici, de l'identité de l'abonné à travers une plateforme. Sans validation, je crois. Oui, sans préalable validation de l'identité de la personne à travers une plateforme nationale centralisée, comme vous l'avez si bien rappelé. Donc, ce qui veut dire que les opérateurs téléphoniques devront vérifier, d'accord, devront vérifier électroniquement les pièces d'identité de chaque client en toute activation. Aujourd'hui, les pièces d'identité, parce qu'aujourd'hui, avec les cartes d'identité biométriques, et donc identifier carrément ces pièces d'identité, il ne s'agit plus maintenant de passer par des anciennes pièces d'identité ou bien par des cartes de lecture. En tout cas, des pièces d'identité biométriques pour valider réellement les identités ici des personnes qui veulent acquérir ici ces différentes puces électroniques. Donc, la mesure concerne aussi les anciens abonnés. Donc, nous qui sommes là, nous qui avons déjà des SIM, dans la mesure nous concerne, et tous les utilisateurs déjà enregistrés devront être
recertifié dans un délai de 24 mois. Donc, vous voyez, ce n'est pas un mois, 2 mois, ni 3 mois. Donc, dans un délai de 24 mois, c'est qui induit 2 ans. Ça fait 2 ans. Donc, dans un délai de 24 mois, nous qui sommes là, qui avons déjà des puces, sont certifiés. Donc, on doit être, nous devons être recertifiés. Merci pour le mot, recertifiés pour avoir une authenticité réelle ici de tension ici de la carte SIM dont nous disposons. Donc, l'objectif derrière ça, c'est de mettre fin aux cartes SIM anonymes, souvent utilisées dans des cas d'escroquerie, de cybercriminalité ou d'usurpation d'identité. Donc, ça c'est déjà compris, puisqu'il faut le dire, hein, beaucoup utilisent des SIM. On accuse même certains qui se retrouveraient à la maison centrale oui. Et qui se mettaient dans cette optique ou dans cette pratique. Aujourd'hui, on les qualifie de tous les noms d'oiseaux, même si aujourd'hui il n'y a pas de preuves tangibles. On accuse même les opérateurs de téléphonie mobile. Mais aujourd'hui, Bangali, à travers ce décret, est-ce qu'il y a des sanctions prévues? Oui, justement, il y a des sanctions prévues. Donc, le texte prévoit plusieurs infractions désormais passibles de poursuites pénales et à des sanctions administratives. Donc, à ce niveau, parmi elles, l'activation d'une SIM sans certification préalable. Donc, ça, c'est au niveau aussi des opérateurs téléphoniques, parce que là, ils ont plusieurs agents sur le terrain, parfois qui vendent des puces comme des cacahuètes et parfois qui ne sont pas du tout identifiés. On vend à qui on veut et parfois même, on a même dit à des gens qui partent faire ici on appelle ça des puces VIP. Des puces VIP, donc préenregistrées. Donc, il y a tout ceci. Donc, à ce niveau, donc, à ces gens, premièrement, comme je l'ai si bien rappelé, l'activation d'une SIM sans certification préalable donc est passible d'une poursuite ou bien des sanctions administratives à l'encontre de ces gens, mais également l'utilisation d'un système non homologué. Également, vous avez aussi la falsification d'un système non homologué, la falsification des données, et également vous avez l'accès frauduleux aux bases de données, ou encore le refus de coopérer avec l'autorité de régulation des postes et télécommunications, l'ARPT. Donc ces opérateurs doivent directement coopérer avec l'ARPT afin de prendre toutes les mesures nécessaires. Sinon, comme vous l'avez si bien rappelé, ces infractions peuvent être passibles d'une poursuite judiciaire ou bien des sanctions administratives. Donc plus loin, les opérateurs télécoms seront également soumis à des audits réguliers, des contrôles inopinés et des vérifications de conformité. Donc, chaque trimestre, ils devront transmettre un rapport détaillé à l'ARPT avec notamment le nombre de certifications réalisées, des anomalies détectées, les cas de fraude et les incidents de sécurité déjà enregistrés au niveau ici de leur base de données. Là, on n'a pas la question, peut-être avant de passer avec le tour de table, cette question, puisque nous avons tous suivi le décret, c'est l'applicabilité sur le terrain. Est-ce que des dispositions sont mentionnées dans ce décret? Oui, les dispositions, au-delà, donc à ce niveau, les opérateurs disposent de 6 mois. Donc les dispositions ils sont de 6 mois. Les 6 mois-là sont différents des 24 mois annoncés. C'est différent des 24 mois. Les opérateurs disposent un délai de 6 mois pour concentrer leur système à la nouvelle plateforme nationale. Donc à ce niveau, plusieurs défis se posent. Il faut le rappeler, plusieurs défis se posent déjà sur le terrain. Donc nous avons la capacité technique est-ce qu'il y a la capacité technique des opérateurs, et également la fiabilité des bases de données administratives, et aussi vous avez donc ou encore l'accès des citoyens aux documents d'identité conformes, parce que là on parle ici des documents d'identité aujourd'hui. Combien de Guinéens aujourd'hui disposent réellement des cartes d'identité biométriques pour pouvoir réellement certifier? C'est pourquoi ce délai de 24 mois a été donc donné, peut-être non pour les citoyens et également pour se mettre en règle, mais pour ces opérateurs déjà 6 mois pour pouvoir se mettre en règle et par rapport à ces différentes conformités. Donc la centralisation des informations d'identité également, on l'a rappelé, soulève des interrogations sur la sécurité des données et les utilisateurs futurs. Donc pour les autorités, donc cette réforme doit permettre donc d'assainir le secteur des télécommunications et de renforcer la lutte contre la fraude numérique.
Donc ça, c'est pour les autorités. Donc une manière ici de pouvoir saisir, parce que tout récemment, vous avez vu avec l'ARPT, au niveau ici de les raisons évoquées par l'ARPT avec ces Wi-Fi zones, c'était sur la question ici des données. La sécurité des données. Sécurité des données. Donc tous ces aspects-là ont été évoqués, la sécurité des données. Mais aussi pour les abonnés, au niveau des abonnés, elle annonce surtout la fin progressive des cartes SIM achetées ou utilisées sans identification officielle. Vous l'avez rappelé, des citoyens peuvent se lever un bonjour et il achète une puce pour faire ses sales besoins et parfois il jette cette puce-là, il achète une autre puce sans contrôle. Donc toutes ces mesures-là visent donc à encadrer, sécuriser ces bases de données, mais savoir quel est cet utilisateur qui utilise cette puce et qui utilise cette autre puce afin de pouvoir sécuriser. Parce que la communication et la télécommunication aujourd'hui, avec le monde ici de la technologie, de l'informatique, il y a beaucoup de problèmes, la cybersécurité. Donc cette utilisation permettra donc à l'État de pouvoir identifier, savoir tel utilisateur utilise telle puce à des fins, à telle fin ou à telle fin, et donc pour pouvoir sécuriser ici les différentes données utilisées dans notre pays. Oui, Mohamed Leba, on a suivi en retard ce décret du président Mamadi Doumbouya. C'est une série de décrets. Donc je crois que c'est le troisième décret pris par le président de la République. Aujourd'hui, quand même, qui doit inquiéter plus d'un, puisque la Guinée est un pays où les citoyens, les populations n'aiment pas s'attribuer les documents biométriques, les documents même d'identité. Vous savez, c'est une mesure corrective, il faut quand même le dire. C'est un décret correcteur et par rapport à beaucoup d'anomalies aujourd'hui, beaucoup de problèmes dont on souffre. Il faut quand même le rappeler. C'est une mesure de sécurité. Parce que moi, je prends un exemple sur moi. Même s'il faut aujourd'hui me faire un dépôt, c'est-à-dire via mon compte, vous avez tous mes renseignements. Dès que vous mettez seulement le numéro, vous allez voir mon nom, ma filiation, tout. Donc ça veut dire que je ne peux pas m'embarquer dans certaines situations avec ma puce. Tout simplement parce que je suis identifié, je suis identifiable, je suis retrouvable. Et malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Alors c'est une mesure de sécurité, il faut quand même le dire, et c'est bien réfléchi de la part de l'État, notamment du président de la République, parce que le décret vient de lui. Alors aujourd'hui, il y a déjà des opérateurs de téléphonie quand même dont il faut saluer aujourd'hui et louer les efforts. Il y a des opérateurs de téléphonie qui étaient en train de tout faire pour identifier les gens, c'est-à-dire les enregistrer. Et aujourd'hui, il y a ces opérateurs de téléphonie, je ne vais pas faire de publicité gratuite, mais quand même, il faut le saluer quand c'est bon. Il faut le saluer. C'est très difficile d'obtenir une puce avec eux. Pourquoi une carte SIM avec eux? Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous n'êtes pas muni de tous ces documents-là, vous ne pouvez pas en avoir. Alors, parce que dans les autres pays, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas facile. C'est comme ça. Bon, en fait, ce n'est pas... Non, ce n'est pas facile comme on le pense. Parce qu'ici, tu peux te déplacer, tu pars chercher une SIM. Oui. Ça se fait ici en Guinée. Oui, sans document. Dans les autres pays, si vous venez, vous êtes étranger, soit on vous demande à l'aéroport, vous avez un passeport, on vous donne, on vous fait acheter quand même une carte SIM. Et ça, c'est si vous avez un passeport. Le petit temps que vous allez faire, si c'est 2 jours, 3 jours, en tout cas, vous serez identifiable en cas de problème ou acte posé, malencontrement ou qui offense la loi ou le droit dans ce pays-là. Vous êtes poursuivable et vous retrouver ne va pas prendre du temps. Et on n'aura même pas besoin de Caracas pour réactiver. Vous voyez, vous n'en avez même pas besoin. Donc, il faut le dire aujourd'hui, ce décret vient corriger beaucoup de tard. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et maintenant, par rapport à sa faisabilité, naturellement, par rapport à la transformation de cette décision en réalité sur le terrain, ça dépendra encore d'une autre rigueur et du président de la République. J'ai posé la question à Bangali. Et du président de la République et de l'ensemble des autorités. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas seulement de prendre une mesure. Nous avons vu, il y a un délai. Le délai pour les opérateurs de téléphonie est de 6 mois. Pour les autres, c'est de 24 mois, je crois bien. Les certifications. Évidemment. Donc, parce qu'on estime aujourd'hui, on présume aujourd'hui que quand
comme part de ce travail a été déjà fait, c'est pourquoi le délai, si vous regardez, 6 mois n'est pas aussi long, parce qu'on part de ce travail est déjà fait. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est comment parfaire ce travail qui avait été entamé. Et comme je le disais, il y avait déjà ces sociétés de téléphonie qui quand même tentaient tant bien que mal de bien faire. Et aujourd'hui, c'est une autre opportunité qui leur est quand même, disons, offerte pour bien faire ce qu'ils ont déjà commencé. Yaya Diallo, aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une opportunité pour la Guinée de rectifier le tir, comme l'a rappelé Mohamed Leba? Bah oui, c'est une opportunité, parce que vous savez très bien que le secteur de communication, on ne le dira pas assez, c'est un laisser-aller. Oui, un individu pouvait justement s'octroyer plus d'une dizaine de SIM et en faire ce qu'il veut. Je pense que cela, et nous connaissons les dégâts sur le numérique dans notre pays ici, à travers les arnaques, les escroqueries et tout ce que nous connaissons. Je pense que ça répond à un besoin de sécurité nationale, mais aussi à une réglementation au niveau de ces secteurs-là. Je pense qu'il y avait déjà certaines sociétés téléphoniques qui avaient déjà commencé à aller dans ce sens-là, même si à ce niveau-là, on avait dit que plus une personne ne pouvait pas disposer de 5 SIM enregistrés en son nom. Soit que ça, c'était... On le rappelle même au siège des différentes sociétés. Justement, ça, c'était une mesure de sécurité, mais aussi, c'était quand même une nécessité pour ces sociétés téléphoniques d'assainir à leur champ parce qu'ils avaient justement un manque de SIM. C'est ce qui explique effectivement cette mesure-là, c'était que pour ceux qui en avaient de trop, c'était d'assainir, récupérer tout au plus ces cartes SIM-là et les faire fonctionner autrement. Je pense que là, c'est une mesure étatique. Je crois que certains États déjà en avaient déjà entamé ce genre de choses-là pour pouvoir justement identifier tous ceux-là qui ont ces cartes SIM-là et éventuellement créer ce qu'on appelle la traçabilité, parce qu'on ne peut pas disposer de ce qu'on appelle d'une carte SIM et qu'on ne soit pas identifiable. Et je pense que là, ça répond à cette nécessité-là. Et les acteurs qui sont concernés aujourd'hui, c'est le ministère en charge de la télécommunication, de la sécurité, de l'ARPT et tout ce qui s'ensuit. Donc, ce sont ces services-là aujourd'hui qui doivent pouvoir justement se mettre ensemble pour pouvoir mettre, puisqu'il y a la volonté exprimée, mais aussi il y a la mise en œuvre de cette volonté exprimée-là. Ce sont ces services-là qui doivent justement conjuguer ensemble leurs efforts et éventuellement permettre à ce que cela soit une effectivité. Une effectivité pour la République de Guinée, une connexion applaudie, bien accueillie en attendant les 24 mois. Le président de la République, Mamadi Doumbouya, donne le ton. Fini des cartes SIM anonymes en République de Guinée. C'est l'information majeure que vous devez retenir. La pub, derrière, on se retrouve, on parle de cette interdiction faite par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo,
commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Bonjour. Vous êtes dans votre émission Ma salle de classe. A ouvert le chronomètre dès que la voiture bleue de la ville a pris départ. Nous allons rechercher le nom de la télévision. À République de Guy, merci d'être des nôtres dans cette émission, le scanner. Il a favorisé ici, il faut le dire, la division de gain de cause, il faut le dire. On parle d'un de plus, pas d'un de moins. Pour d'autres négociations afin d'obtenir gain de cause. Merci de votre fidélité. On se reprend demain si tout va bien, Inch'Allah. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur sinfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer, éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informé pour agir. Inspiré pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Kavi TV, la télé du développement. Merci de nous retrouver dans la deuxième et dernière partie de cette émission. Moins de 30 minutes à passer en compte de ce dernier numéro de la semaine de cette émission, le scanner qui vous parvient du au vendredi quand il est 9h. Jusqu'à 10h30, nous vous aidons à comprendre l'actualité nationale et internationale. Parlant d'actualité nationale, je l'annonçais avant la pub, suspension des activités dans les stades du 28 septembre et Général Lansana Conté de Nongo. Le ministère de la Jeunesse et des Sports évoque des travaux de réhabilitation et de modernisation. Une décision qui met en pause les activités culturelles et sportives et qui suscite déjà des interrogations. Yalo, pourquoi maintenant? Oui, c'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi maintenant? D'autant plus que nous en avons connu beaucoup d'activités sportives et culturelles qui s'effectuaient au niveau de ces infrastructures sportives-là. Eh bien, certainement, c'est un réveil peut-être qui va dans le cadre de cette volonté exprimée par les autorités sportives justement de notre pays, de vouloir justement obtenir ces infrastructures-là
d'ici, dans les meilleurs délais et que leur homologation effectivement soit effective, parce que c'est là l'enjeu aujourd'hui. Et pour que cela soit ainsi, il faut créer toutes les conditions pour que les travaux puissent s'effectuer en bonne et due forme. Je pense que c'est tout l'enjeu aujourd'hui. Sinon, on pouvait se poser la question quand même, puisque les activités s'effectuaient il y a un bon bout de temps depuis sous le magistrat de l'ancien ministre de la jeunesse, mais jamais une telle interdiction formelle n'a été justement effectuée. Alors, selon le communiqué du ministre des Sports et de la jeunesse signé par M. Mamadou Selou Baldé, cela justement répond à une nécessité de permettre à ce que les travaux de réhabilitation de ces infrastructures sportives-là puissent s'effectuer dans les meilleurs délais et qu'il n'y ait pas justement des entraves. Alors c'est dans ce cadre-là qu'on a interdit justement ces activités culturelles et sportives sur l'ensemble de ces... Ceux qui nous suivent même à la télé, à l'instant, il y a le communiqué. De ces infrastructures-là. Alors donc je pense que ce qu'il vient de rappeler ici, aucune activité culturelle et institutionnelle ou autre manifestation publique ne sera autorisée dans ces enceintes-là durant cette période d'exécution des travaux. Donc le ministre invite l'ensemble des structures concernées à prendre les dispositions nécessaires pour le strict de la présente mesure. Donc le ministère de la Jeunesse et du Sport sait compter sur la compréhension et la collaboration pour la bonne exécution de ces travaux visant à améliorer les infrastructures sportives nationales et assurer leur mise en conformité avec les exigences des instances internationales. Donc aujourd'hui, tout ce dont le ministère a besoin aujourd'hui... Ce qui m'a arrêté mon attention, c'est comment mais écrit là-bas. Je ne sais pas si c'est moi qui me trompe en écrivant mais c'est écrit comment, s'il vous plaît? Mais c'est M-A-I. Le mois? Est-ce que ma soeur peut me ramener ça? Il y a S à la fin. Ramenez-moi ça. Est-ce que tu peux enlever les sous-titres? Ou bien c'est Y. Oui, parce que je vois, mais avec Y, on parle d'un document officiel. Il faudrait que le ministère... Ils l'ont écrit en anglais. C'est pourquoi je vous posais la question, parce que je voulais quand même me rassurer. C'est un certain Badou Spiro, sûrement, qui a écrit. Un quoi? Un anglophone. Le communiqué quand même est écrit en français. Oui, la date est en anglais. Donc vous avez vu la remarque. Donc je crois que je ne me suis pas trompé. Je ne me suis pas trompé. Il faudrait veiller. C'est une faute typographique. Ouais, bon, mais il faut corriger cela. Ouais, c'est pourquoi j'ai dit que c'est une faute. C'est une faute. Ça a échappé à la vigilance. C'est un circuit. Ouais, c'est un circuit. Et même la date là, je crois qu'ils ont une machine. Parce que là, ce n'est pas... La date ressemble beaucoup à un cachet. À un cachet. Donc, ouais, donc c'est compliqué. Et je ne sais pas comment cela s'est produit. Mais qu'à cela ne tienne, on a déjà l'essentiel qui se trouve dans le communiqué et qui inquiète. Je vais rapidement me tourner vers vous deux et peut-être poser cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un signe pour dire que oui, la Guinée, parce que Mohamed était très... Comment je vais l'appeler? Mohamed était très sceptique. Sceptique, merci. Donc, merci de me prêter le temps. Très très sceptique la dernière fois. Quant au délai, est-ce qu'aujourd'hui, avec ce communiqué, vous dites oui? Abdallah, le communiqué ne signifie absolument rien. Attention, on a interdit rien. Tout. Pourquoi je le dis? Non, mais ça fait combien de temps le stade du 28 septembre n'abrite pas d'activité? Ça fait combien de temps? Mais le stade... Non, mais ça fait combien de temps? Même le stade Nongo. Tous les événements artistiques, sportifs actuellement, là, c'est au niveau du stade Petit Sori. Moi, je n'ai même pas vu la nécessité. C'est juste se faire comprendre que, attention, c'est dont vous nous critiquez, ce pourquoi vous nous critiquez aujourd'hui, on prend les choses en main, donc on vous alerte. De toutes les façons, on commence. Mais non, quand même. Ça fait très longtemps. Bon, c'est pas parce que je n'y crois pas. C'est vrai, c'est le bon moment de se réveiller. On l'a dit, il est inconcevable, incompréhensible, inacceptable cette fois-ci que nos joueurs jouent à l'étranger, c'est-à-dire des matchs à domicile trimballés sur les autres. C'est inconcevable. Il faut aujourd'hui mettre les bouchées doubles. Oui, mais Mazor nous le disait hier, il y a des questions quand même d'adaptabilité, notamment par rapport aux standards. Il suffit par exemple de regarder le stade 28 septembre. Ça c'est 28 septembre, non? Ça c'est le stade 28 septembre qui est là. Mais pourquoi tu hésites? Qui ressemble... quand même à son design. Le stade 28 septembre qui ressemble à une assiette.
Non, laisse tomber. C'est un stade. Oui, il faut le dire. Il faut rêver grand. Nous avons vu des pays comme la Tanzanie construire des stades en un laps de temps. Pourquoi tu vas en Tanzanie? Oui, vous voyez, non. Le Sénégal a Non, pour le Sénégal, c'est autre chose. Le Sénégal, parce que si vous regardez l'économie entre la Tanzanie et le Sénégal, il n'y a pas match. Disons, il n'y a pas quand même, il n'y a pas match. Quand on regarde selon mes informations. L'économie entre le Sénégal et la Guinée, il n'y a pas match parce que nous aussi, nous sommes les patrons du Sénégal. Non, mais attendez, sur le plan du développement, il ne faut pas aujourd'hui vendre quand même l'illusion aux gens. Vous avez été à Dakar, vous avez été au Sénégal, vous le savez très bien quand il s'agit de rentrer dans les comparaisons. Je sais que dans 3 ans, on peut aujourd'hui, nos autorités sont en train de fournir assez d'efforts. Nous sommes d'accord dessus, mais ce qui reste aujourd'hui à faire est immense. Et par rapport à l'homologation de ces stades-là, ça commence d'abord par, c'est-à-dire cette mise en conformité de l'ensemble de ces stades selon les standards internationaux et surtout s'attendre également à une homologation. Tant qu'on n'arrive pas à le faire, adapter par exemple les vestiaires au nouveau style, au nouveau standard. Parce que Major le rappelait. C'est de ça le problème. Il ne s'agit pas seulement de l'image, parce que si vous regardez comme ça, là, vous allez voir. Vous allez accuser certains pays dont les stades n'ont même pas les mêmes images. C'est un stade. Oui, mais c'est un très bon stade. Il y a même au Gabon, où il y a eu la Coupe d'Afrique, je ne sais pas c'était quelle année, 2012 ou 2013. C'était presque pareil. C'est le même modèle. Je ne sais pas si c'est au Gabon ou en Guinée équatoriale, c'est le même plan de construction. Presque le même plan de construction, même si aujourd'hui l'image de ce stade-là tombe également en frise de ce côté-là. Ce qui reste clair aujourd'hui, c'est au ministre de tirer une conclusion par rapport à cela. C'est bien possible d'en arriver quand même à ce que... Il faut saluer cette rénovation. Quelle rénovation? Quand même, regarde le stade. Vous pensez que c'est l'image de maintenant là? On était comme toujours là. Oui, ça c'est le stade, mais il y a beaucoup de choses. Le problème est que parfois on n'accepte pas aux médias privés de faire une qui reste à faire. Oui, bon, la Mazor était en train de nous dire quelque chose hier. Malgré ces innovations ou cette rénovation-là, il y a aussi des choses à changer. Notamment, on parlait du tunnel. On parlait du tunnel. Est-ce qu'il y a un changement à ce niveau-là? Il ne s'agit pas seulement... La tribune pour les journalistes. Évidemment, il ne s'agit pas seulement du décor, de l'image, tout et autres là, mais de ces standards, de ces petits détails que souvent qu'on oublie. Parce que la presse, quand même, il faut être dans un certain confort pour pouvoir quand même retransmettre en match. Est-ce que le ministre ne devrait pas quand même organiser une journée porte ouverte sur ces stades, comme l'a mentionné Bangali? Ce n'est pas encore fini. Non, quand je dis journée ouverte, c'est voir l'évolution des travaux. Là, parce que chacun est en train de dire ce qu'il a appris du ministre. Mais je crois que récemment, il y a Bogola Abba qui était venu ici avec un certain nombre de journalistes au niveau du stade 28 septembre. Après quand Célou est venu, il a dit qu'on était en retard. Donc c'est toujours comme ça, vous le savez. C'est toujours comme ça. C'est pourquoi on avait tous salué ici l'arrivée du CNRD qui avait quand même continué les travaux laissés par disons, le gouvernement Alpha Condé. Parce que naturellement, dans notre pays, ce qu'on connaissait, ce qu'on nous avait habitué, dès que vous venez d'abord, vous terrassez tout, vous abandonnez tout, vous critiquez tout ce qui a été fait avant vous, donc vous dites que ceux qui étaient là ne faisaient absolument rien du tout, ils faisaient du tourisme là, et vous êtes là, vous recommencez tout à zéro et vous ne terminez pas. Malheureusement, c'est cela aussi la Guinée. Très malheureusement, Mohamed, je dis Bangali Camara, il y a un autre aspect, ce sont les événements sportifs et culturels, puisque comme il faut le dire, le stade du 28 septembre a abrité quelques matchs du championnat. Aujourd'hui, la Guinée qui n'a pas assez de stades, le fait d'interdire ces matchs au niveau du stade du 28 septembre, est-ce que cela n'aurait pas une répercussion négative sur l'évolution du championnat guinéen? Ça, c'était au niveau du petit stade. Au niveau du petit stade du 28 septembre. Parce que quand on sait ça n'aura pas d'impact. C'est un complexe là. C'est un complexe. Et quand on dit au niveau du stade du 28 septembre, le complexe, l'annexe qui est là, ça fait un bon moment, c'est complètement dégradé. Il n'y a pas d'activité sportive là-bas. Et au niveau du stade de Nongo, et à part le stade Petit Sori qui est à côté, il n'y avait pas d'autre stade qui abritait des activités. Qui est privé.
mais il n'y a pas d'autres stades qui abritaient donc des activités sportives. Donc c'est seulement là-bas qui abritait à la fois les activités sportives, également des activités culturelles, mais également des activités scolaires, parce qu'on n'a pas vu pas mal d'écoles, d'universités qui viennent là pour la remise officielle des diplômes ici de certaines universités. Donc c'est le stade. Donc quand vous revenez au niveau du stade du 28 septembre, vous l'avez rappelé, le dernier match, la dernière activité ici, depuis 2018, après le grand carnaval, depuis 2018, il n'y a pas eu un grand événement au niveau de ce stade, parce que dès après l'arrivée ici du 5 septembre, il y a eu non seulement ce qu'on appelle ici les relances de ces travaux, avec le lancement ici du procès du 28 septembre. Donc le stade là était complètement bloqué, même les championnats ne se jouaient plus maintenant sur ce stade. Et quand on revient au niveau du stade de Nongo, le dernier match sur ce stade, ça remonte presque vers en 2022, au 9 juin 2022. Le dernier match de qualification. La Guinée qualification, où la Guinée a battu le Malawi sur un score de 1-0. Et après ça, le dernier grand événement, c'est tout récemment avec l'investiture du président Mamadi Doumbouya. Donc à part cet événement, il n'y a pas eu d'autres événements qui s'est réalisé. En tout cas officiel. Le stade est resté clos, pas d'activité, ainsi de suite. Donc le communiqué là qui tombe, moi j'ai certainement fait de remuer quelque chose, fouiller un peu partout. Pourquoi le communiqué là est tombé? Selon les bruits de couloir, nous sommes au mois de mars comme ça, nous sommes au mois de mai, et bientôt la période ici, les grandes pluies, et après les grandes pluies, les qualifications vont commencer certainement au mois de septembre, et ils ont promis la finalisation de ce stade-là vers fin juin, et vers le mois d'octobre, précisément 2 octobre, il y a un grand événement d'envergure qui est en train de courir dans les couloirs. Donc les promoteurs de cet événement culturel aurait pris le stade prétendait prendre ici le stade de Nongo pour organiser ce grand spectacle, et après ce spectacle là également vers le mois de décembre il y a un autre spectacle aussi qui a en vue. Donc certainement ces décisions là c'est tombé pour blackouter donc tous ces événements là en vue. Donc vous estimez, à vous écouter, qu'on pourrait se dire que jusqu'à octobre ou décembre, ces stades, ces travaux... Non, parce que là, il faut dire, après même ce match-là, c'est certainement parce que le match... la mission, ils ont prévu d'homologuer, c'est-à-dire finir les travaux vers fin juillet, et après fin juillet, la mission de la CAF pour homologuer certainement ces stades-là, et que les qualifications qui doivent commencer au mois de septembre. Donc après ça, peut-être qu'au mois de novembre aussi, il y a les qualifications encore qui sont prévues pour ces différentes 3 fenêtres-là. Donc là, il faut, même après l'homologation, il faut trouver, peut-être interdit des manifestations. Peut-être que toute cette annonce-là tombe à pic par rapport à ça pour peut-être que mettre en branle, en avant cette interdiction, parce que ces derniers moments, il n'y avait pas carrément des endroits où ces artistes-là se procuraient. Donc, si ce n'est pas le stade Petit Souris aussi qui était devenu un endroit pour des spectacles, qui est devenu un endroit pour des spectacles, et donc, et après, donc, peut-être avec la rénovation de ces 2 beaux joueurs, quand même, il faut le reconnaître que c'est vraiment très beau, malgré que ce n'est pas un standard. On va attendre, comme on met là, on va attendre la CAF. On va attendre la CAF pour l'homologation. Et puis on va voir. Est-ce que cette beauté est vraiment qualifiée? Il faut être accompagné des règles. Oui, c'est ça, on respecte toutes les règles du football mondial. Et on prend la direction du Bénin, cette fois on parle politique. Romuald Wadjani s'apprête à être investi président de la République après une large victoire électorale. Il succède donc à Patrice Talon, qui quitte le pouvoir après 2 mandats dans le respect de la Constitution. Une transition saluée pour sa stabilité, mais qui relance également le débat sur le modèle démocratique béninois et ses enseignements pour l'Afrique. Diallo. Évidemment, Patrice Talon quitte la présidence béninoise. Et c'est désormais Wadani, l'ancien ministre de Finances et candidat de la majorité présidentielle. Expert comptable. Justement, qui devient, disons sans surprise, président élu du Bénin. On le dit sans surprise parce que l'enjeu de l'élection présidentielle béninoise, quand même, était autour justement de la participation élargie à tous les opposants du régime Patrice Talon. Or, nous avons le parti, les démocrates, qui dirigeait l'ancien président Tony Boniaï, dont le candidat a été écarté, certains aussi candidats jugés
radicaux, disons, de la gouvernance de Patrice Talon ont été justement écartés de la course à la présidentielle par de manœuvres, disons, cabalistiques. Alors, finalement, ce qui s'est passé, c'est que finalement, il y avait un opposant qu'on considère comme étant taillé sur mesure qui était là, puisque finalement c'est lui qui avait précipité justement de féliciter, de reconnaître avant même la publication officielle des résultats. Et donc, finalement, Ouadani justement est élu, quelle que soit l'issue de ces élections, président du Bénin, donc qui vient de remplacer Patrice Talon, qui, il faut le rappeler, est arrivé à travers une élection en 2016 dans un contexte aussi de tension, puisque vous vous rappelez effectivement de son passé d'un homme d'affaires à un homme politique avec justement avec certains justement ennuis judiciaires, pour ainsi dire, avec l'ancien régime de Tony Boniaï. Vous vous rappelez effectivement de son exil à Paris. Il fut exilé à Paris. De ce coup d'État manqué il n'y a pas longtemps. De ce coup d'État manqué il n'y a pas longtemps. Donc, en 2011, avant qu'il ne soit au pouvoir, il y avait justement ces ennuis judiciaires-là, où l'ancien président Tony Boniaï, qui souvent était désigné par la CEDEAO comme étant le médiateur en chef, vous vous rappelez, à l'arrivée du CNRD, justement, mais il aimait trop la Guinée, depuis sous Alpha Condé. Alors, Tony Boniaï l'accusait d'avoir voulu justement l'empoisonner à travers son médecin et la nièce de ce dernier-là, et effectivement, Patrice Talon est allé se réfugier à Paris et il avait continué justement, étant soit peu, de maintenir justement ses ambitions présidentielles, et je crois qu'il est sorti de là et éventuellement il a été élu, il faut le rappeler, par les Béninois. Donc 2016-2021, il a été réélu pour un second et dernier mandat au regard de la constitution béninoise. Et alors, de 2021 à 2026, il devrait justement organiser les élections équitées, ce qui fut fait. Mais il y avait justement des intentions qu'on avait bien voulu prêter à Patrice Talon, puisque vous avez, après sa sortie médiatique très interprétée de toute nature, il avait dit effectivement qu'il était vieilli et qu'il devrait justement quitter le pouvoir pour se reposer. Alors, ça a pris des interprétations. Beaucoup ont pensé effectivement que c'était de la diversion, comme certains chefs d'État l'ont fait. À l'approche justement de ces élections, ils trouvent des artifices de toutes sortes pour pouvoir justement essayer de se maintenir au pouvoir. Alors, il faut le rappeler, Patrice Talon justement a respecté un temps soit peu sa parole, parce qu'il a quitté le pouvoir, quelle que soit la nature de l'alternance aujourd'hui. C'est qu'il faut dire ce qu'il a fait, les deux mandats, il a quitté le pouvoir. Il a même eu le temps de faire ses adieux. Évidemment, et c'est le 4e président aujourd'hui. Il faut le rappeler, le Bénin, quoi qu'on en dise, c'est quand même la vitalité démocratique, elle est palpable aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui 3 anciens chefs d'État au niveau. Nous avons Tony Boniaï, nous avons lui-même, nous avons Soglo aussi, qui était là aussi dans le cadre de la mission de la CEDEAO. Donc ces 3 anciens chefs d'État sont aujourd'hui au niveau du Bénin, au Bénin sans contrainte. Sans contrainte. Voilà. Sans contrainte. Précision importante. Alors, sur son héritage économique. Alors, pour beaucoup aujourd'hui, Patrice Talon a laissé un État relativement stable du point de vue d'un certain nombre de réformes économiques, parce que c'est sur la base de ces promesses de réformes économiques que les Béninois ont choisi justement Patrice Talon, au regard justement de son parcours d'un homme d'affaires qui a justement connu une ascension dans les affaires. Je crois qu'il était venu justement à travers ces promesses de réformes économiques au niveau du Bénin. Alors, au niveau de son héritage politique, ce qu'il faut rappeler, c'est que les organisations de défense des droits de l'homme, une bonne partie de l'opposition de la classe politique béninoise aujourd'hui considère Patrice Talon comme étant justement si vous voulez, un dictateur entre guillemets, c'est un superlatif aujourd'hui, plus ou moins progressiste, justement très utilisé aujourd'hui, mais c'est un fossoyeur, pour ainsi dire, des libertés publiques, parce que aujourd'hui plusieurs opposants ont été écartés de la course à la présidence, et éventuellement d'autres sont en exil aujourd'hui. Donc voilà, de manière générale aujourd'hui le contexte dans lequel Patrice Talon a cédé le pouvoir justement à son dauphin, disons Ouadani, qui a bénéficié justement du soutien de la majorité présidentielle
aujourd'hui, on verra bien, puisque nous avons dans l'est du pays aujourd'hui, qui est frappé par quand même cette montée du terrorisme, on verra bien comment tout cela va se passer, puisque nous savons très bien que pas très longtemps aussi, il y avait eu cette tentative de coup d'État que beaucoup ont assimilé à une diversion politique qui consistait justement à mettre main sur un certain nombre de militaires qui avaient justement de l'appétit présidentiel et qui pensaient effectivement que Patrice aussi pourrait faire comme tant d'autres aussi, c'est-à-dire faire sauter les verrous constitutionnels éventuellement, essayer de se cramponner au pouvoir. Tel n'a pas été le cas. Donc voilà aujourd'hui le contexte dans lequel Patrice Talon a quitté le pouvoir. Il faut le rappeler, c'est une alternance, quelle que soit la nature, et il a laissé un Bénin plus ou moins stable. Un Bénin plus ou moins stable, comme on aime le rappeler souvent, Mohamed Leba. La politique, ce n'est pas de la médecine, elle ne soigne pas. Oui, elle ne soigne pas, mais parfois elle peut guérir, il faut le dire, parce que si la stabilité est là, ça veut dire que certains maux ne trouveront pas place dans le pays. Et la stabilité, l'alternance politique, ça passe par là, il faut quand même le dire, parce que quand on parle de stabilité, il faut d'abord l'alternance politique, parce que si l'alternance démocratique n'est pas de mise, ça va être très compliqué de parler de stabilité. Et pour le cas béninois, il faut dire c'est un exemple aujourd'hui, un cas d'école, il faut le dire, pour l'ensemble des chefs d'État africains qui ont cet appétit grandissant et illimité de se maintenir au pouvoir coûte que coûte, vaille que vaille. Peu importe ce qui va se passer, même si le sang coule, ce n'est pas leur affaire. Malheureusement, on en voit un peu, on voit cela un peu partout à travers l'Afrique. Il y a des pays aujourd'hui où on ne parle même pas d'élections, où des présidents sont érigés, c'est-à-dire à vie, en tout cas des mandats renouvelables une fois, tant que le souhait est exprimé par celui qui est encore en poste, c'est-à-dire en fonction de chef d'État. Et ça n'inquiète pas. Pourtant, ça devrait inquiéter. Et ce cas béninois devrait inspirer beaucoup de chefs d'État. Alors, il n'y a pas plus bon que qu'on vous célèbre de votre vivant, mais la plupart des chefs d'État sont célébrés à titre posthume. C'est quand ils meurent et après tout, on se rappelle. Sauf qu'au Bénin, c'est le contraire. Oui, le Bénin, c'est le contraire. C'est ce qu'il faut saluer aujourd'hui et pour dire aux autres chefs d'État qu'il y a une autre vie après la présidence. Après la présidence, vous pouvez vivre dignement, naturellement, aller partout où vous voulez, parce que vous allez être traité comme un ancien chef d'État. Ça devrait être le cas pour notre pays, l'ensemble au Sénégal, au Mali, où on ne parle plus aujourd'hui d'élections, au Burkina Faso, où on oublie même si la tenue d'une élection fait partie de la démocratie. On dit non, la démocratie parfois ne peut pas faire avancer un pays. Il faut une démocratie, disons, taillée sur mesure africaine. Nous sommes d'accord que la démocratie obéit également à un certain nombre de règles. Alors, la démocratie importée, parfois, ça peut ne pas payer, mais la démocratie, elle reste la démocratie. Oui. Et c'est vrai que tout n'a pas été rose, du moins pour le Bénin, pendant ces 10 dernières années, notamment ces 2 mandats de Patrice Talon. On a parlé de la confiscation de la liberté d'expression, on a parlé également de cette liberté aussi qui était restreinte pour les acteurs politiques. Vous vous rappelez, même bien avant la tenue de ce scrutin présidentiel, on a rappelé ici, c'était moi-même qui rappelait que tout n'était pas rose au Bénin et il y avait des intentions naturellement qui avaient été quand même louées ou prêtées à Patrice Talon de se maintenir au pouvoir, mais moi j'étais formel dessus, je connais les symptômes, c'est-à-dire qui se manifestent pour un maintien d'un président au pouvoir en Afrique. Alors ça commence aujourd'hui par le changement constitutionnel. Après tout, des déclarations comme ce que vient de faire le président congolais pour se dire non, attention, c'est au peuple de juger, c'est à lui de dire si est-ce que je dois rester ou je dois aller. Mais la constitution, c'est qui ? C'est le peuple, oui. C'est le même récital que les chefs d'État annoncent, c'est le peuple qui décide. Et la Constitution, c'est le peuple. Le peuple a déjà tranché au niveau de la Constitution. Donc c'est juste une manière de mettre encore du pot de parlimpinpin ou sous les yeux ici de certains citoyens. Donc tout ce qui reste clair, on ne pourra que saluer l'action ici de Patrice Talon, malgré que c'est entre guillemets
voilée par certains acteurs, parce qu'on le rappelle, depuis son arrivée au niveau ici de Bénin, il y avait plus de 200 et quelques partis politiques, mais aujourd'hui le Bénin se retrouve avec une dizaine de partis politiques, donc des réformes, certes, un dictateur à peu près un peu voilé, des réformes, une dictature progressiste, on peut dire ainsi, quand même il a accepté de faire ses 2 mandats et pouvoir quand même quitter, et malgré son ministre des Finances quand même qui le remplace, Patrice Talon, sans Patrice Talon, quand même, on ne pourra que saluer ces différentes réformes, quoi qu'il en soit, parce que la personne qui est là, il n'y a pas un homme providentiel. Si vous avez dirigé à un moment donné, certes, il faut avoir ton système, adopter ton système comme on le voit au niveau de l'Afrique du Sud, avec l'ANC, et l'ANC depuis le temps de Nelson Mandela, il n'y a que les dirigeants de l'ANC qui sont là-bas, mais qui sont décriés, ils maintiennent quand même, le chef quitte, un autre vient de Nelson Mandela, on a vu Jacob Zuma et puis Thabo Mbeki, de Thabo Mbeki, aujourd'hui Cyril Ramaphosa. Tous appartiennent à l'ANC, mais quand même avec des têtes différentes, et malgré que le système qui est là. Donc aujourd'hui, on peut saluer quand même l'action ici de président Patrice Talon. Quand même, il a réussi quand même à faire cela, et que son voix... Même si comparaison n'est pas raison. Même n'est pas raison, quand même, à assurer l'alternance démocratique, même son voisin de l'autre côté, le Togo, quand même, qui est là, Faure Gnassingbé, qui a changé la constitution et qui est devenu un président, c'est pas... Allez. Il fait du Gnassingbé. Il fait du Gnassingbé. Allez, c'est déjà compris, hein, vous l'avez compris, on va s'arrêter là au compte de ce numéro de cette semaine. Merci à tous les débatteurs, merci Bangali Camara. Merci Abdallah. Merci Mohamed Leba. Merci Abdallah. Yaya Diallo. Merci, Abdallah. Merci aux auditeurs et téléspectateurs pour votre fidélité, aux équipes techniques pour l'engagement, le dévouement. Au programme, à la production, à tous ceux qui s'impliquent pour la réussite des différents numéros de cette émission, le Scanner. On se reprend la semaine prochaine, même heure, même fréquence, avec la même énergie, pour d'autres sujets d'actualité. Pourquoi pas avec d'autres acteurs de la vie nationale ou internationale. D'ici là, prenez soin de vous et restez en compagnie des programmes du seul et unique média de développement en République de Guinée. Kavi TV, la télé du développement. Bonjour. Vous êtes dans votre émission Ma salle de classe. A ouvert le chronomètre dès que la voiture bleue de la ville a pris départ. Nous allons rechercher le nom de la télévision à travers